Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau débat citoyen handicap et travail, amis ou ennemis. Ces derniers mois, de nouvelles initiatives se sont mises en place. Prime de 4 000 € par embauche, baromètre public pour rendre plus visible la question. Alors quels sont les freins qui persistent pour le handicap au travail et quelles sont les raisons d'espérer? Nous allons voir cela avec nos invités. Véronique Arnaud, vous êtes technicienne méthode à la SAFT près de Poitiers et reconnue travailleuse handicapée. Nicolas Bardou, chargé d'inclusion et développement RH chez Distance Service, c'est une entreprise adaptée de la zone du Futuroscope. David Rodriguez, vous êtes agent des impôts à Châtellerault et reconnu travailleur handicapé. Virginie Hérault, vous êtes devenue conseillère chargée de clientèle chez Generali après une reconversion suite à la reconnaissance d'un handicap. Et Anne-Marie Jean, directrice Cap Emploi pour la Vienne, c'est le nom de cet organisme de placement spécialisé, le service public local qui fait le lien entre salariés et entreprises. Merci à vous tous d'avoir accepté notre invitation. Sentez-vous libre de débattre entre vous. Et puis vous, qui nous regardez sur une télé, une tablette ou un téléphone, vous êtes les bienvenus pour commenter ce débat sur nos réseaux sociaux. Un petit tour de table rapide pour commencer. Quel est votre premier contact avec le handicap? Ça peut ne pas être lié au travail, bien sûr. Madame Jean. Alors, mon premier contact avec le handicap, c'est l'histoire de ma cousine, une histoire familiale. Donc, ma cousine est en situation de handicap à plus de 80%. Elle est déficiente auditive. Et donc, j'ai appris un petit peu la lecture labiale au travers des communications dans le lit, dans le noir, avec elle, avec une lampe électrique. Ça a commencé comme un jeu, finalement, pour Exactement. vous. Exactement. Madame Arnaud, pour vous aussi, c'est un souvenir d'enfance un peu moins agréable à l'école? Moi, plutôt, oui, un souvenir d'enfance. Alors, à l'école, et plutôt lorsque l'ophtalmo demandait à mes parents, enfin, informait mes parents que si ça se passait pas bien dans le milieu ordinaire, eh bien, on pouvait faire un dossier dans un milieu adapté. Donc, forcément, un milieu adapté, on pense forcément à l'handicap. Pour vous, c'était la difficulté à voir le tableau? C'était ça un petit peu votre premier moment où vous réalisez? Oui. Oui, il y avait ça, mais ne pas voir le tableau, et c'est avoir conscience de la différence. Après, conscience du handicap, c'est plus voilà, le fait qu'on mette un mot milieu assisté, milieu aidé, comme une école adaptée. Une école spécialisée. Monsieur Bardou, pourquoi avoir choisi un métier en lien avec le handicap? Au fil de votre parcours professionnel, c'est revenu. Oui, alors pour deux raisons. Une personnelle, un peu comme Madame Jean, par un accident de voiture qui a touché un de mes cousins et qui est resté sur un handicap, on va dire polyhandicap. Et aussi à travers mon parcours professionnel où j'ai commencé par des séjours adaptés, donc dans l'accompagnement au quotidien pendant les vacances de personnes en situation de handicap du coup mental, et aussi après sur un parcours d'éducateur spécialisé, voilà, qui m'amène aujourd'hui à ce poste-là. Vous aviez une petite sensibilité là-dessus, transmise par votre père, vous me disiez? Oui, on va dire que mon papa a été très axé sur la défense des droits des salariés en fait au travail, et je pense qu'il m'a transmis cette fibre un peu de toujours vouloir avoir de l'égalité et de l'équité pour les personnes un peu en marge de la société. Et vous, Monsieur Rodriguez? Alors moi, le handicap, je le connais depuis que je suis tout petit. Ma grand-mère avait, tout comme moi, une sclérose en plaques. Et j'avais des camarades d'école qui étaient aussi handicapés moteurs. Donc, je connais le handicap depuis que je suis petit. Et pour vous, Madame Hérault? Eh bien, moi, c'est suite à mes problèmes de dos récurrents, un peu d'hérédité de mon père. J'ai rencontré une assistante sociale qui m'a indiqué la reconnaissance en tant que travailleur handicapé. Ça a été un petit peu compliqué au début d'admettre mon handicap. Et en fait, avec un petit peu de temps, j'ai décidé de faire la démarche, en fait. On va en reparler de ce chemin jusqu'à accepter. C'est ça. Et justement, au travail, faut-il le dire ou pas, annoncer son handicap ou le taire, faire avec? C'est la première question que beaucoup se posent. Je vais vous présenter Sabrina, employée au CER municipal de Niort. Elle avait d'abord choisi de ne rien dévoiler de son handicap à ses collègues. Voyez ces témoignages recueillis par Jérôme Villain et Stéphane Bourrin. À première vue, Sabrina est une employée municipale comme les autres. Sauf que cette ancienne fleuriste indépendante est atteinte de surdité quasi totale, un handicap qu'elle a longtemps tenté de cacher à ses collègues. J'accepte très mal mon handicap et je fais comme si j'étais entendante, on va dire.
Et j'ai toujours appris à parler. Mes parents ne voulaient pas que je fasse le langage des signes. Donc j'ai parlé, j'étais à l'école normalement. J'avais toujours quelqu'un pour m'aider le soir, pour réexpliquer les devoirs de tout ce que je n'avais pas entendu. Le problème, c'est qu'en travaillant en équipe, la surdité de Sabrina est devenue un frein dans son rapport avec ses collègues. Je demande à être près d'eux, à bien voir les lèvres. Mais aujourd'hui, c'est difficile avec les masques, donc j'ai tendance à m'isoler. Mais oui, c'est difficile tous les jours. Je donne tout ce que je peux. Je suis fatiguée le soir, très très fatiguée, avec les acouphènes que j'ai tous les jours. C'est difficile. Mais je m'adapte. J'essaie de me mettre près des gens pour bien voir les lèvres. Sabrina, c'est quoi que tu as mis comme engrais dedans? J'ai mis de l'engrais à libération lente de 3 à 4 mois. D'accord. Okay. Au début, c'est pas évident parce qu'on n'est pas préparé à ça. Et l'handicap fait que on va prêter attention à la personne. Alors, en ce qui me concerne, c'est vrai que je me suis rapproché d'elle, j'ai essayé de... Mais c'est pas toujours évident parce que elle est là, j'ai aussi l'équipe, et c'est vrai que des fois, je parle, je tourne la tête, mais pour elle, elle lit vraiment sur mes lèvres. Mais le plus difficile pour Sabrina, c'est de pouvoir suivre les discussions pendant les réunions de travail. Quand tout le monde parle en même temps, c'est mission impossible. Alors, la mairie de Niort a fait appel à une médiatrice pour faciliter le dialogue. C'est très perturbant pour les personnes qui l'entourent et qui pensent qu'il lui reste un peu d'audition. Donc, elle va finalement pouvoir suivre. Mais ça va très vite dans une réunion. Les personnes, parfois, s'interrompent. Et même moi, je suis parfois obligée de demander à ce que les personnes prennent le temps de bien parler à tour de rôle pour pouvoir répéter de manière claire pour Sabrina. Grâce à cette médiation, Sabrina est désormais moins complexée. Ses collègues de travail sont, eux, plus à l'écoute. Une habitude dans les comportements qui devrait rapidement prendre racine. Qu'est-ce que vous avez choisi de faire, Monsieur Rodriguez? Est-ce que vous avez affiché votre handicap en postulant? Alors, en postulant, non. J'ai eu l'annonce de la maladie quelques semaines avant d'avoir le résultat du concours. Et quand j'ai été convoqué chez le médecin des impôts, mon père a décidé qu'il fallait rien dire au départ. Et quand il a vu la baisse de vue brutale en quelques mois, il a décidé de m'envoyer voir des spécialistes. Et les spécialistes, ils ont plutôt décidé de dire écoutez, c'est trahir le secret médical, donc vous voyez clair, oui. Vous savez taper sur un clavier, oui, bon, ben alors vous êtes bon pour le service. Et une fois que je suis arrivé dans le service, que j'ai rencontré ma chef la première fois, je lui ai dit, voilà, j'ai appris que j'avais une sclérose en plaques, donc pour l'instant tout va bien, mais un jour je risque d'être en fauteuil roulant. Et pour vous, comment ça s'est passé, Madame Hérault? Alors moi, en fait, je l'ai dit à mon employeur parce que grâce à ma RQTH... la reconnaissance de travail handicapé. Voilà, tout à fait. Je peux avoir un poste adapté. C'est-à-dire que voilà, maintenant, mon fauteuil est adapté à mes problèmes de dos, l'écran, la souris. Donc c'est vrai que moi, j'ai eu cette facilité quand même de... Après, j'ai un employeur aussi qui est dans la bienveillance. Monsieur Schoenberg est vraiment dans la bienveillance, j'ai vraiment un poste adapté. Et c'est vrai que, et aussi ma conseillère Cap Emploi, qui m'a beaucoup aidée pour ça, qui me suit et qui va continuer à me suivre. Et grâce au fait que je lui en ai parlé, je peux avoir un poste adapté. Donc, et là, vous parlez de votre conversion avant, oui, quand le handicap commençait à se faire sentir sans cette reconnaissance? Oui, alors j'avais un petit peu de mal. Alors déjà... c'était dans la restauration, il faut qu'on remette un peu de contexte. Oui, c'est ça, c'est que moi j'ai travaillé longtemps dans la restauration, donc il n'y a pas eu que de l'hérédité, il y a aussi cette charge de travail au niveau des heures, de port de les assiettes, etc. Donc forcément, le handicap, les problèmes de dos ont été très récurrents, mais comme après ma première opération,
j'ai pas voulu tout de suite accepter ce handicap. Le mot handicap pour moi, c'était pas possible. Donc il m'a fallu beaucoup de temps. Donc effectivement, ma reconnaissance en tant que travailleur handicapé, ça fait pas très longtemps que je l'ai. Donc c'est maintenant en fait que Vous en tirez des bienfaits. Voilà, tout à fait, c'est ça. Ouais. Et pour vous, Madame Arnaud, comment ça s'est passé, ce handicap? Le dire, pas le dire? Entretien d'embauche, j'ai pas dit. C'était en 91, je vraiment pas dit, j'en ai pas parlé. Et puis 2 ans après, en fait, mon handicap s'est aggravé. Et donc là, j'étais obligée d'en parler. Enfin, j'en parlais un petit peu avec le médecin du travail lors de mes visites médicales. Et 3 ans après, en fait, j'ai fait cette démarche. Qui n'est pas facile, en effet, cette reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. On ne prend pas du tout ça comme une qualité. Et en effet, cette étiquette, on a l'impression au départ qu'on nous étiquette, voilà, handicapés. Donc c'est vrai que ça n'a pas été facile, mais je l'ai fait pour moi aussi acquérir du matériel informatique, logiciel de grossissement, matériel pour lire les documents. Et depuis 1996, maintenant, je vois vraiment les choses qui ont évolué et maintenant, si j'ai à passer un entretien pour un poste, puisque ça m'est arrivé encore dernièrement pour changer de poste, je ne parle pas de mon handicap. Il est là, j'ai cette reconnaissance RQTH, mais je ne parle pas de handicap. Qu'est-ce que vous conseillez, Madame Jean, là-dessus? C'est délicat. Oui, alors c'est délicat parce que je pense que c'est vraiment une démarche très individuelle. Donc chacun perçoit sa situation de handicap de manière très très personnelle. Donc ce qu'on peut juste dire, c'est que effectivement, on voit bien que tous les reportages, ce sont quand même des situations, ce sont des chocs, des ruptures dans la vie ou des démarrages dans la vie compliqués. Donc du coup, il faut une acceptation, il y a une phase d'acceptation du handicap qui n'est pas simple. Du tout. Il faut savoir que le statut de travailleur handicapé appartient à la personne, donc la personne n'est absolument pas en obligation d'en parler, ça c'est sûr et certain. Alors à titre individuel, moi je pense qu'il est important d'en parler, ne serait-ce qu'au début autour de soi, parce que je pense que même dans les familles c'est compliqué. C'est-à-dire que je pense que l'acceptation du terme handicap dans les familles, je pense que tout un chacun est quand même plutôt, sensibilisé au fauteuil, enfin au handicap visible, alors qu'il y a plein de situations de handicap qui ne se voient pas et qui pour autant gênent au niveau familial, au niveau social et au niveau professionnel. Il faut préciser, on va le faire ensemble, ce chiffre impressionnant, 1 actif sur 2 est porteur d'un handicap. Alors, 1 actif sur 2, en fait, est ou sera concerné par le statut, par le handicap, en fait, au cours de sa vie active. Donc, la vie active, 16 ans à 60 et quelques années aujourd'hui. Bref, 1 actif, en tout cas, sur 2, est ou sera concerné. Donc, en fait, ça concerne beaucoup de personnes et 85% des handicaps ne sont pas visibles. Encore aujourd'hui, on a tous en tête trop ce stéréotype du fauteuil roulant. Je pense à votre entreprise qui emploie 80% de salariés en situation de handicap. Et les uns et les autres ne savent pas forcément qui et dans quelle situation d'ailleurs. Non, c'est la spécificité de l'entreprise adaptée, c'est qu'on emploie un taux supérieur que dans les entreprises, on va dire, ordinaires, où le taux est de 6%. Nous, on doit être à plus de 55%. Aujourd'hui, à Distance Service, on est environ 80% de personnes ayant la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. L'idée, c'est que le management, au-delà des adaptations physiques et ergonomiques dont on a pu parler, nous, on va aussi sur l'adaptation horaire des postes de travail. On va aussi sur un management un peu particulier avec un taux d'encadrement supérieur à une entreprise, on va dire, ordinaire. L'idée, c'est que ce management, il est inclusif, mais il est bénéfique pour tout le monde, en fait. Et on ne fait pas de particularité entre une personne ayant une RQTH, une personne ne l'ayant pas. Il n'y a pas de... On peut être à n'importe quel niveau hiérarchique de l'entreprise avec une RQTH, peu importe. Donc certains ne savent pas que l'autre est porteur de handicap. Ça, c'est pas discuté à part s'il le souhaite, évidemment. Exactement, c'est une démarche toujours personnelle. L'idée et la différence, c'est que pour entrer aussi en entreprise adaptée, c'est qu'il y a une caractéristique, c'est d'avoir cette RQTH. Et ce qui permet de ne pas en faire un sujet tabou lors des recrutements. On va aborder la RQTH de manière plutôt libre et on ne va pas aborder l'aspect médical ou la déficience de la personne, mais vraiment ses besoins d'entreprise. Comment on peut l'accompagner au mieux et du coup l'inclure dans l'environnement. Comment adapter l'environnement pour répondre à ses besoins, que ça soit, comme je l'ai dit, au niveau ergonomique, au niveau des horaires, au niveau de l'accompagnement. Donc pour vous, aujourd'hui, il faudrait dépasser cette tendance ou cet instinct qui ferait qu'on se tait sur son handicap ?
Après, c'était pas à On moi d'en parlait du milieu juger. particulier, de l'entreprise adaptée en tout cas. Exactement. Moi, je sais que mon centre de formation, excusez-moi, mon centre de formation chez Gestic Formation m'a beaucoup aidé pour ça parce qu'ils sont très. Ils nous aident beaucoup justement pour passer des entretiens sur le handicap. Ils sont vraiment. Ils abordent beaucoup ce sujet. Et dans mon groupe, il y avait beaucoup de. On était sur 6, on était 4 à avoir une RQTH. Et franchement, moi, ça m'a beaucoup aidé, en fait. Ça nous a mis en confiance, en fait, pour pouvoir passer ce cap, pouvoir en parler. Donc, c'est vrai que c'est vraiment important. Ce centre de formation, c'est vraiment un sujet qui leur porte à cœur, le handicap. Et ils mettent tout en œuvre, en fait, pour que ça devienne... pour qu'on soit à l'aise, en fait. Donc, ça, c'était vraiment très important. C'est un chemin, quand on prépare cette émission, vous m'avez expliqué un petit peu le temps que vous aviez mis. Oui. C'était long. Oui, c'est ça. Bah oui, accepter et puis reprendre confiance en soi. C'est vrai que c'est pour ça que ce centre de formation m'a redonné confiance. Bon, j'en suis contente parce que j'ai été diplômée il n'y a pas très longtemps, mais vraiment une bienveillance des formateurs qui abordent le handicap très facilement et c'est pas un problème en fait. Bien sûr que vous avez une reconnaissance, mais vous pouvez y arriver, vous avez les capacités, donc forcément, ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir des gens positifs autour de soi. Ça fait que nous monter vers le haut, quoi. Donc non, très bien. Et pour vous, Monsieur Rodriguez, quel parcours avant d'accepter ce handicap qui évolue? Alors le handicap, il a bien évolué parce qu'il y a 10 ans, j'étais en Haute-Savoie, un peu plus de 10 ans, et je faisais des randonnées autour du Mont-Blanc. Donc je marchais beaucoup, je faisais beaucoup de sport. Le plus dur, ça a été de commencer à réduire le sport de plus en plus. Et le truc qui m'a sauvé, c'est d'avoir la pensée de ma grand-mère qui voulait absolument pas le fauteuil. Et moi, quand j'ai senti qu'il fallait vraiment avoir un fauteuil pour pouvoir me promener, me sortir un peu de chez moi, je l'ai demandé tout de suite. Et ça a fait du bien. Vous avez retrouvé une liberté dans ce fauteuil? Ah oui. Là, moi, je suis administrateur d'un groupe Facebook qui s'appelle Café Cep. Tous les mois, on se réunit à Poitiers, alors que je vais à Châtellerault. Avec le fauteuil, je peux y aller, je peux organiser tout. C'est vraiment une deuxième vie grâce au fauteuil. Et pour vous, Madame Arnaud, ça a été aussi un moment difficile, cette acceptation? Oui, tout le temps d'acceptation, en effet, c'est long. Moi, je voulais revenir sur le fait d'en parler, pas en parler. C'est vrai que en 91, si j'en parlais pas, j'en parlais pas à l'entretien et j'en parlais pas ensuite avec mes collègues. Aujourd'hui, j'ai aucun souci. J'en parle pas en entretien, mais j'ai aucun souci à en parler avec les collègues, avec les responsables. Mais sur un entretien, j'ai envie qu'on me considère comme un collaborateur, pas comme un handicapé. Et c'est pour cette raison que j'ai pas forcément envie d'en parler. Par contre, aujourd'hui, je pense que, les années aidant, mais en effet, c'est très long, l'acceptation est longue, mais les années aident à accepter et puis les choses aussi évoluent bien. Par exemple, moi, j'ai dû faire une formation sur l'année précédente. Je me suis inscrite à la formation sans dire que j'étais malvoyante. Et aujourd'hui, les choses sont accessibles. J'ai appelé 15 jours avant en disant, voilà, est-ce que ce sera possible de m'envoyer les documents, que j'ai accès aux documents sur PC, ce sera plus simple pour moi puisque j'aurais eu du mal à suivre sur tableau ou sur écran mural. Et donc, j'ai pas de souci pour en parler. Mais par contre, quand je veux quelque chose, je commence pas par dire que je suis handicapée. Non. Madame Jean. Oui, je me permets. Mais je pense que c'est important de se dire qu'on est dans une société vraiment inclusive. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses de faites. Vous le dites fort justement. Effectivement, les centres de formation sont très sensibilisés aujourd'hui. Il y a des référents obligatoires dans les organismes de formation référents handicap. C'est la loi qui le prévoit. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites. Mais il n'empêche que le statut de travailleur handicapé permet d'accéder à tous les dispositifs spécifiques quand même. C'était ma question suivante. Il y a un intérêt à être reconnu travailleur handicapé pour le salarié. Tout à fait. Oui. Parce que vraiment, l'accès à l'entreprise adaptée, vous le disiez tout à l'heure,
l'accès effectivement au service de Cap Emploi, donc pour les demandants d'emploi comme pour les salariés, eh bien, la reconnaissance travailleur handicapé permet d'accéder en effet à certains accompagnements, à certaines prestations, à certains dispositifs et à certains cofinancements pour l'entreprise. Donc c'est vrai que quand on introduit la notion d'aménagement de poste, il est plus facile de l'introduire en se disant que pour un aménagement de poste qui parfois est coûteux, eh bien, il y aura forcément une prise en charge du surcoût lié au handicap. C'est plus facile pour l'entreprise quand même que quand on dit, voilà, il va falloir effectivement un logiciel particulier, un grossisseur d'écran ou bien d'autres choses. Et ça coûte effectivement cher et l'entreprise, du coup, est un petit peu gênée. Mais je pense que l'important, c'est quand même d'être à l'aise avec ça. Et je partage complètement ce que disait madame, c'est-à-dire que quand on n'est pas à l'aise pour en parler ou quand on n'a pas envie d'en parler, de toute façon, avant tout, c'est un collaborateur, c'est une compétence, c'est une personne, c'est un collègue. Le handicap, ça vient après. On présente, nous, des compétences. On ne présente pas une situation de handicap. On présente des compétences. Et si la personne n'est pas compétente sur un poste, on ne la propose pas. On ne propose pas une personne en situation de handicap. C'est vraiment les compétences que recherche l'employeur. Et justement, les entreprises, quel est leur intérêt à employer des personnes en situation de handicap? En février 2020 se tenaient les Assises nationales du handicap. Emmanuel Macron a notamment plaidé pour une plus grande inclusion des personnes handicapées dans le monde du travail ordinaire. Jean-François Géat et Olivier Prax avaient recueilli des réactions dans un établissement d'aide par le travail. Regardez. Son handicap psychique l'a longtemps éloigné du monde du travail. Après des expériences malheureuses en milieu professionnel ordinaire, Vincent Dupiot a trouvé sa place. Depuis 10 ans, il fabrique des sièges de camping-car dans cet établissement de services et d'aide par le travail. J'ai commencé, je faisais du perçage, couper des matières. Et maintenant, j'ai fait une RAE dernièrement. Je fais même de la soudure. Quand j'ai commencé, j'en étais pas capable. 170 travailleurs handicapés œuvrent dans cet ESAT, le plus grand de Gironde. Son directeur vient d'assister à la Convention nationale du handicap à l'Élysée. Emmanuel Macron veut favoriser l'inclusion des handicapés en entreprise ordinaire. Les professionnels, eux, restent prudents. Une part des personnes ont un développement et ont un parcours de professionnalisation qui vont les amener vers le monde de l'entreprise. Mais une partie ne souhaite pas aller vers l'entreprise parce qu'elles ont été abîmées par l'entreprise ou alors n'ont pas les capacités suffisantes pour répondre à un certain rythme de travail. Les capacités sociales et intellectuelles des travailleurs sont régulièrement évaluées par une neuropsychologue. Et si certaines personnes handicapées sont tout à fait aptes à travailler en entreprise, toutes les entreprises, elles, ne sont pas prêtes à ouvrir leurs portes. Ici, on est quand même un endroit adapté, avec un accompagnement médico-social. C'est-à-dire que là-bas, il faudra qu'ils aient leurs propres ressources, il faudra qu'ils sachent qu'est-ce qui peut leur poser difficulté et trouver des stratégies pour y faire face ou savoir à qui s'adresser dans ce cas-là. Des postes et des rythmes de travail adaptés, des personnels mieux formés. 15 ans après la loi handicap de Jacques Chirac, le monde de l'entreprise a toujours des progrès à accomplir. On va peut-être poser quelques petites définitions avant de poursuivre. C'est quoi l'inclusion, Monsieur Bardou ? L'inclusion, c'est à la base un concept pour faire le parallèle avec, on parlait d'intégration, maintenant on parle d'inclusion, que ce soit à l'école ou aussi dans le milieu professionnel. L'inclusion, c'est penser les choses de manière, on va dire, plus individuelle. C'est plus à la personne de s'intégrer dans un environnement, un contexte, mais c'est bien au contexte de s'adapter à chacun, aux besoins des personnes. Donc il faut repenser un peu, on va dire, le système dans l'autre sens, où c'est à l'entreprise d'aller accompagner la personne dans son parcours professionnel, dans son projet de vie, son projet professionnel, en adaptant tout l'environnement pour, on va dire, compenser les répercussions de son handicap que la société se doit de garantir, en fait. Là, par exemple, dans votre entreprise, ça passe par quoi cet accompagnement du handicap psychique? Il y a un petit point le matin, chacun peut annoncer son humeur? Exactement. La petite chose qu'on fait tous les matins, on fait comme un tour de table, un tour de visio maintenant avec tout ce qui se passe. Mais en tout cas, où on doit exprimer son humeur, exprimer comment un ressenti de la journée, comment on voit les choses. Est-ce qu'on veut mettre quelque chose comme sur un porte-manteau avant de commencer la journée, de se décharger avec aussi des smileys, on utilise des smileys.
pour exprimer tout ça. Donc ça permet aussi de venir comme on est au fait au travail. Donc voilà, et puis je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit sur le handicap psychique. C'est vrai que l'acceptation du handicap, et il y a encore des handicaps qui sont, on va dire, connotés, il y a des représentations très négatives dans la société, notamment le handicap psychique. Et c'est forcément plus facile parfois de se dire que je suis en fauteuil. Plus facile, je ne parle pas dans ce que la personne doit vivre. Pour comprendre le handicap, tout de suite, on Exactement, que de dire je suis atteint forcément de schizophrénie. Il y a forcément des représentations encore à déconstruire sur l'accompagnement en entreprise. Et c'est bien aussi de pouvoir rappeler qu'on a le droit de venir un jour de mauvaise humeur, et puis on nous fout la paix un petit peu, et puis ça se passe bien. Madame Jean, jusque-là, les politiques pour l'emploi des personnes en situation de handicap, c'était surtout la discrimination positive, la punition, le développement en milieu protégé. Il y a une volonté de changer un peu de philosophie? Alors oui, alors c'est vrai qu'il y a toujours un quota de 6%. On est toujours, malgré tout, dans une démarche de discrimination positive, puisqu'il existe des dispositifs spécifiques, des partenaires spécifiques. Donc on n'est pas dans l'inclusion complète. Ceci étant, c'est vrai qu'il y a une démarche inclusive vraiment réelle. Alors, je vais prendre un exemple qui nous concerne. Le Cap Emploi se rapproche vraiment du partenaire Pôle Emploi, parce que nous sommes partenaires privilégiés. Et en fait, l'idée, c'est qu'effectivement, nous soutenions en fait Pôle Emploi dans la montée en compétence des conseillers Pôle Emploi, pour que, tout un chacun qui arrive à Pôle Emploi comme demandeur d'emploi soit accueilli par un conseiller qui soit sensibilisé au handicap, et que du coup, dès le départ, un parcours le plus adapté possible soit réalisé, en fait, soit offert à la personne et à toute personne, qu'elle soit en situation de handicap ou pas. Donc on voit qu'il y a vraiment des démarches importantes dans ce sens-là. Alors moi, je pondérerai un tout petit peu aussi avec la pandémie, c'est-à-dire que la démarche inclusive, elle est lancée. La pandémie a mis un petit coup de frein. Il a fallu effectivement remettre en avant des mesures incitatives à l'embauche. Vous parliez tout à l'heure effectivement de l'aide des 4 000 €. Voilà, l'aide à l'embauche. Les aides à l'alternance ont été majorées par l'AGFIP et le FIPHFP. Il y a une harmonisation aussi des mesures pour donc la fonction publique et les établissements privés. Mais effectivement, on a remis un petit coup de pouce parce que on se rend compte qu'effectivement, il y a eu quand même beaucoup de situations en détresse du fait de la pandémie. Les entreprises sont en difficulté, donc les recrutements ont été un peu en berne tout le temps du confinement, même s'ils sont repartis un peu après, un peu beaucoup même. Mais donc il fallait effectivement donner un coup de pouce et se dire que la situation de handicap, il fallait la soutenir. Allez, avant de poursuivre, on va rappeler, préciser ce fameux chiffre dont on parle un petit peu en filigrane depuis le début de l'émission. Toute entreprise de plus de 20 salariés se doit d'employer un minimum de 6% de travailleurs en situation de handicap. Et aujourd'hui, en France, d'après les derniers chiffres du gouvernement, seuls 3,8% des entreprises privées seraient en conformité, 5,6% dans la fonction publique. Un mot de réaction sur ces chiffres, sachant que cette obligation existe depuis 30 ans. Monsieur Rodriguez, qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense que c'est pas assez important encore. Il y a des progrès qui sont faits. Moi, je vois au niveau de la fonction publique, aux impôts, régulièrement, il y a des appels pour des embauches dans la Vienne. L'année dernière, si je me rappelle bien, il y avait un poste de contrôleur qui était offert sur dossier et entretien d'embauche pour une personne reconnue RQTH. Qu'est-ce qui bloque d'après vous, Madame Hérault ? Hélas, la communication, je pense que les gens ont peur, les employeurs ont peur que d'embaucher des travailleurs en handicap soit toujours en arrêt. Cette peur-là, en fait, d'avoir toujours des problèmes avec ses salariés, alors que si les choses sont bien faites, si le poste est adapté à ces travailleurs handicapés, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, c'est bien dommage qu'il n'y ait pas cette amélioration, en fait. La reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, là, ce sigle RQTH, c'est pas encore aujourd'hui assez une clé, déclic ? Non, je pense pas, non. Il y a du progrès encore à faire. Madame Arnaud, vous êtes d'accord avec ça ? Ça a changé les choses pour vous, pour financer l'adaptation de votre poste au quotidien ? Ah oui, bien sûr, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. À chaque fois que j'ai besoin d'aménagement, c'est vrai que la reconnaissance RQTH, elle est indispensable.
Moi, je pense évidemment aussi qu'en entreprise, on n'a pas suffisamment de mixité et que ça nous apporterait énormément. Moi, je pense qu'on a beaucoup, je ne sais pas si on va parler de ça, mais je pense qu'on a beaucoup de maintien dans l'emploi. Moi, j'en suis un cas, en fait, de maintien dans l'emploi aussi. On a beaucoup de maintien dans l'emploi. Après, d'embauche de personnes en situation de handicap, on n'en a pas beaucoup. Alors, souvent, le prétexte, c'est peut-être ça peut prendre un peu plus de temps, ça fait peur, oui, ça sûrement, mais le temps, c'est dommage de penser que ça prend plus de temps, parce que pour moi, intégrer un collaborateur ordinaire, ça prend aussi du temps. On n'est pas tout de suite opérationnel sur un poste. Après, tous les corps de métier sont pas accessibles, mais peut-être il faudrait y réfléchir un peu plus. En tout cas, c'est pas brillant comme constat. Monsieur Bardou, pourquoi ces silences minimum des 6%, même pas atteints en 30 ans? Je pense qu'il y a un travail de sensibilisation et d'accompagnement au changement. Les structures, elles sont construites de telle manière qu'il faut accompagner ce changement. Et l'accompagnement, ça passe par de l'information, de la sensibilisation aux différents types de handicap et surtout aux répercussions que peuvent avoir les différents types de handicap. Mais je pense à des choses très basiques, et on en parlait tout à l'heure, une personne, un boulanger qui est allergique à la farine, il peut bénéficier d'une RQTH. Alors, de manière temporaire, pour permettre parfois un reclassement, en tout cas de l'accompagner dans toujours ce parcours professionnel. Mais voilà, il faut toujours mettre en perspective une personne dans un environnement. Toujours. Et c'est toujours ce lien-là qui fait que parfois, il y a des situations qui créent des handicaps. Et c'est là qu'il faut faire de la sensibilisation, de l'information. Et ça passe parfois par des choses très simples, très basiques. Mais voilà, et je pense que ça doit être porté par toute une structure, à la fois les dirigeants, mais aussi toute l'équipe d'encadrement. Donc voilà, il faut que ça soit porté par l'ensemble de l'organisation pour vraiment que ça parle. Monsieur Rodriguez, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, j'ai une collègue, quand j'étais dans le Pyrénées-Orientales, qui était venue nous rejoindre en cours d'année et qui était une ancienne coiffeuse qui avait été embauchée grâce à la reconnaissance de la qualification de travailleur handicapé parce qu'elle était allergique aux produits pour faire les colorations. Donc c'est un outil, c'est un levier. Faut-il encore aller le saisir? Madame Jean, les entreprises que vous appelez à zéro, celles qui n'embauchent aucun travailleur handicapé, Oui. elles se font plus rares? Alors voilà, je pense qu'il est important de dire quand même qu'il y a une évolution, tout le monde le dit autour de la table, il y a quand même une évolution favorable. C'est-à-dire que les chiffres sont plutôt en tendance à la hausse, c'est-à-dire qu'effectivement, ou à la baisse de manière favorable, les entreprises qui, il y a une quinzaine d'années, en fait, n'embauchaient aucun travailleur handicapé sont en chute libre. Il y a eu des plans d'action par rapport à ça, il y a eu de la sensibilisation, en effet, des employeurs, il y a eu des programmes particuliers, et c'est vrai qu'aujourd'hui, elles sont un strict minimum qui n'embauchent pas du tout de personnes en situation de handicap. Alors, avec des pénalités qui vont avec, quand même, il faut le rappeler. Alors, oui. Quand on ne respecte pas, on est taxé et on finance la GFIP, toutes les structures. Voilà, alors tout à fait. Alors, sachant quand même que, par exemple, nous, en termes de Cap Emploi, du coup, nous plaçons des personnes dans les entreprises, notamment de moins de 20 salariés, donc non assujettis à la loi, et nous plaçons à peu près la moitié des personnes que nous intégrons dans ces entreprises-là. Donc je pense que vraiment, c'est ce que disait M. Bardou, c'est vraiment une sensibilisation, c'est vraiment faire connaître le fait du handicap, faire attention aux amalgames aussi. Handicapé ne signifie pas arrêt de travail. Voilà. Ne signifie pas forcément malade. Au contraire, si l'accompagnement est meilleur. Voilà, absolument. Ne signifie pas, effectivement, problème. Parce qu'en gros, quand on voit handicap, en général, on associe problème. Et en fait, il faut vraiment savoir qu'il y a des acteurs, il y a des collègues, il y a des tuteurs dans l'entreprise, il y a des systèmes. On parlait tout à l'heure, effectivement, de l'embauche et d'une adaptation peut-être plus longue pour une personne en situation de handicap. Il existe aujourd'hui une aide financière pour compenser justement ce temps peut-être un petit peu plus long pour les personnes en situation de handicap lorsqu'elles intègrent un poste. Alors, parmi les nouveaux outils, il y a aussi ce baromètre
Emploi et handicap, ça va devenir une question d'image finalement. Alors, pour les groupes. Oui, je crois que ça peut, bien sûr, pour certains groupes, ça devient effectivement une question d'image. Il y a aussi le fait que les accords d'entreprise, puisque certaines entreprises, vous savez, pouvaient conclure des accords d'entreprise, ça veut dire qu'elles ne contribuaient pas au fonds collecteur AGFIP pour leur politique handicap, mais elles gardaient ces sommes-là et elles géraient leurs fonds. Alors, ces accords pouvaient se renouveler ad vitam aeternam. Aujourd'hui, effectivement, les textes prévoient qu'il n'y ait qu'un renouvellement. Donc, à la fin, si effectivement l'entreprise ne s'acquitte pas de ces 6%, elle va devoir à nouveau contribuer au fonds collecteur. Donc, il y a quand même des choses qui changent. C'est une façon de reprendre la main. L'État avait laissé un petit peu filer ces questions, vous diriez? Je pense pas. Je pense qu'on fait confiance aussi. Je pense qu'on se dit qu'à partir du moment où on parle handicap et où il y a des mesures incitatives, eh ben, ça va bouger. Ça bouge, mais ça bouge petit à petit. Voilà. Donc, on a encore du travail à faire. Il y a toujours besoin de ces primes et de ce côté punitif malgré tout pour motiver les entreprises. J'aime pas trop punitif parce qu'on appelle ça quand même une contribution volontaire. Donc en fait, la contribution, elle alimente aussi tout le dispositif qui favorise l'intégration et le maintien des personnes en situation de handicap. Et pour contribuer à lever ces blocages, depuis quelques années est organisée une opération baptisée Duo Day. Il s'agit de faire se rencontrer, valider personnes en situation de handicap autour du travail de l'un et de l'autre. Exemple dans la Vienne avec Marie Soyer et Thomas Chapuzot. Pour son premier jour de stage, Raphaël semble un peu stressé. Tourne vers toi, tourne-lui la tête vers toi. Vers toi, encore. Voilà. Et maintenant, tu relèves le licol. Le licol. C'est un moment particulier pour lui, car après des années de combat contre la toxicomanie, il redécouvre le monde du travail. À ses côtés, pour le conseiller, Juliette. Tous deux participent à l'opération Duo Day. L'objectif, promouvoir l'insertion des personnes handicapées. Et visiblement, ça marche. Si je devais prendre quelqu'un de main, je le prendrais. Vous oubliez son handicap, en fait Quel handicap Non, mais vraiment. Il est sympa comme tout, intéressé, volontaire, il pose des questions. Enfin, je vois pas où est le problème, quoi. Des propos qui rassurent l'apprenti du jour qui, visiblement, compte bien renouveler l'expérience. Ça change un petit peu du quotidien. Mais l'important, c'est que ça se passe bien. Je referai le Duo Day. Ça vous redonne confiance en vous? Oui. Ah oui. Ah bah oui. En France, le taux de chômage des personnes handicapées est 2 fois supérieur à la moyenne. Pour les responsables de structures spécialisées, les préjugés y sont pour beaucoup. Oui, il y a des réticences, il y a une peur, c'est une méconnaissance en fait. Et puis voilà, les bâtiments ne sont pas forcément adaptés non plus, les postes ne sont pas toujours adaptés non plus. Voilà, on évolue beaucoup sur ces questions, mais voilà, il y a encore du chemin à faire. Comme Raphaël et Juliette, 464 autres duos ont joué le jeu de l'inclusion aujourd'hui en Poitou-Charentes. Alors aujourd'hui, dans vos situations respectives, c'est plutôt la bienveillance qui domine. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue à m'entretenir avec vous. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Monsieur Rodriguez, dans votre parcours, l'accueil de la hiérarchie n'a pas été le même partout. Ah non, ça c'est sûr. Malheureusement, ça s'est très bien passé dans quasiment tous les endroits où je suis allé, parce que j'ai beaucoup bougé. Mais c'est vrai que mon passage dans les Pyrénées-Orientales, j'ai eu un chef qui était vraiment pas du tout compréhensible. Il n'a pas voulu me laisser le temps d'apprendre un nouveau métier pour moi, qui avait fait 10 ans de fiscalité des particuliers. Je me suis retrouvé au cadastre, qui est quand même une matière assez lourde. Et j'allais faire les stages, je revenais des stages, il savait, vous avez fait le stage, vous le savez. Mais ce qu'il y a, c'est que quand on fait un stage, on a beaucoup de théorie, beaucoup d'un coup, et on n'a pas la pratique. Donc, et ça, il n'a pas voulu le comprendre. Au point que ça a coïncidé un petit peu à un moment où votre état s'aggravait, vous avez carrément demandé votre mutation. Voilà, c'est ça. Les syndicats sont venus me voir, ils ont vu que j'étais vraiment pas bien. C'est là qu'on a demandé la carte d'invalidité à 80%. Et puis la direction appelait tous les jours la MDPH des Pyrénées-Orientales en disant dépêchez-vous de lui donner, qu'on puisse lui donner sa mutation, parce que là, ça va pas du tout, quoi. J'ai été 3 mois arrêté en burn-out. Et puis, le changement, l'arrivée dans la Vienne, à Châtellerault, et là, racontez-nous un peu votre accueil. Dans la Vienne, quand je suis arrivé, premier contact que j'ai eu avec mon nouveau chef, il m'a dit, Monsieur Rodriguez, j'ai votre entretien de notation.
qui vient de votre ancien chef. Je l'ai lu, c'est pas très glorieux, c'est même très mauvais. Moi, je vais me faire ma propre opinion et on en reparlera l'année prochaine. Et l'année d'après, quand on a fait l'entretien de notation, il m'a tout de suite dit, j'ai bien fait de pas écouter ce qu'avait écrit votre ancien chef, parce que là, franchement, je ne vous reconnais pas du tout dans ce qui était écrit. Aujourd'hui, vous êtes à l'aise dans votre poste? Il est adapté et vous vous sentez écouté? Je me sens très écouté. On a changé de chef il y a un peu plus d'1 an. Il est encore mieux que celui d'avant. On m'a acheté du matériel, un bureau réglable en hauteur, des supports d'écran pour que les écrans soient à la bonne hauteur pour la vision. Et non, franchement, là, maintenant, et ils m'ont automatisé les portes dans le couloir pour que ça s'ouvre tout seul, parce que dans un sens, tirer, c'est difficile, pousser, ça va bien quand on est en fauteuil. Mais c'est vrai que tirer les portes, on n'y pense pas beaucoup, mais c'est pas évident. Madame Hérault, avant la reconnaissance de votre statut, il y avait déjà beaucoup de douleurs et pas toujours comprises. Oui, parce qu'en fait, c'est un handicap qui n'est pas forcément, qui n'est pas visible, donc les gens ne comprennent pas la famille ici, parce que ils connaissent, vu que j'ai un papa qui a eu des gros problèmes de dos, mais c'est vrai que quand il y a un handicap qui n'est pas visible, les gens autour ne comprennent pas forcément pourquoi des arrêts, pourquoi autant d'absences. Donc c'est pas facile en fait, c'est pas facile à assumer. Ouais. Le regard des gens, le regard des autres. Il faut encore plus de dialogue, il y a encore des manques. Madame Jean, que vous disent les employeurs de leur côté? Moi, je pense que, ce que j'aurais envie de dire, en fait, par rapport à la situation de M. Rodriguez, c'est que un employeur face à une personne en situation de handicap ou pas, il y a une capacité d'accueil ou pas, j'oserais dire. C'est-à-dire que je serais curieuse de connaître les collaborateurs de cet ancien chef, qui certainement sont pas forcément très bien dans leur poste non plus, quoi. Enfin, je veux dire, je pense que la bonne intelligence veut qu'on accueille un collaborateur en situation de handicap ou pas, dans les meilleures conditions possibles, parce que je pense qu'un salarié donne le mieux de ce qu'il peut quand il est bien accueilli, qu'il se sent valorisé, dans une atmosphère bienveillante, chaleureuse. Et j'ai l'impression d'être au Moyen-Âge quand j'entends ce genre de propos, quoi. Je me dis, c'est trop dommage. Enfin, bon, l'idée, c'est quand même de travailler, de prendre plaisir à venir au travail, quoi. Qu'on soit en situation de handicap ou pas. Alors, encore plus, certainement, quand on est en situation de handicap. Mais voilà. Monsieur Rodriguez, vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Dans les faits, en fait, on avait changé de chef et c'est moi qui l'ai accueilli. C'est l'entreprise qui a accueilli le valide, là, ce coup-là. Très bien. Ok. Madame Arnaud, et pour vous? Pour moi, j'ai pas de souci avec ma hiérarchie, j'ai pas de souci d'accueil. Ça fait plus de 30 ans que je suis dans l'entreprise et j'ai vraiment vu les choses évoluer, avec aussi des commissions handicap maintenant. Donc c'est vrai que, alors on parle beaucoup d'accessibilité des bâtiments. Moi, parfois je trouve que, et ça aussi ça évolue bien, mais on parle peut-être pas suffisamment d'accessibilité de l'information. Et pour moi, c'est parfois ce qui pêche peut-être un petit peu, parce qu'on fait beaucoup d'affichage, on diffuse beaucoup de choses sur écran. Et c'est vrai que... Mais c'est aussi à nous de réclamer. Après, moi, j'ai beaucoup d'entraide, en fait, quand j'ai besoin d'aide pour lire quelque chose, ou quand j'ai besoin d'aide pour accéder à des fichiers. Ou j'ai toujours quelqu'un pour m'aider, quel que soit le niveau hiérarchique. Donc, mais je pense que j'ai la chance de faire partie d'une grosse entreprise. Ça fait aussi 30 ans que je suis dans cette entreprise et j'ai confiance, on a confiance en moi. Mais je vois les choses évoluer, donc ça me fait plaisir. Et tous les ans, je participe aussi, on a parlé tout à l'heure de cette semaine avec toujours un métier. Et je suis contente de participer à cette semaine-là. Je suis toujours un petit peu frustrée parce que je trouve on est souvent plus nombreux en tant que salariés à vouloir accueillir quelqu'un et on n'a pas suffisamment de personnes. Je ne sais pas si Madame Jean aura des explications. Moi, je me pose toujours la question aussi sur la formation. Est-ce qu'en tant qu'handicapé, ça aussi, je pense que ça s'améliore, mais est-ce que l'accès à la formation
formation, comment se passe la scolarité. Et ça va de pair, hein, la formation, la scolarité et ensuite le milieu professionnel. Mais je suis toujours un petit peu frustrée et on est tous un petit peu frustrés dans l'entreprise parce qu'on est souvent beaucoup plus nombreux à vouloir accueillir. Et alors c'est vrai que l'industrie peut peut-être faire peur aussi puisque ça peut être des métiers un peu spécifiques. Mais au contraire, on a aussi un panel de métiers importants. Donc on peut aussi accueillir beaucoup de gens. Et autre outil pour faire changer les choses, se mettre à la place de l'autre de la manière la plus concrète possible. Et il n'y a pas d'âge. Pour commencer, exemple tout récent à l'école primaire de Neuville de Poitou, au nord de Poitiers. Regardez. Comment sensibiliser les enfants aux difficultés rencontrées par les personnes en fauteuil roulant en leur faisant tester grandeur nature. Donc si c'est compliqué, ton boudin peut pousser le fauteuil pour t'aider à passer. Dans cette école, des personnes de l'APF France Handicap ont organisé différents parcours dans la cour et dans les toilettes. La prise de conscience est rapide. C'est difficile de rouler et on est tout petit quand on veut attraper le papier. De rouler avec les roues, tu vas dans plusieurs sens et du coup c'est compliqué. Les élèves ont aussi participé à un moment d'échange en classe pour aborder la perception du handicap. Est-ce que vous avez déjà, dans votre environnement proche ou pas, une expérience avec le handicap? Oui. Moi j'ai vu quelqu'un avec la jambe coupée mais on voyait pas son os mais il n'avait pas le reste de sa jambe. L'intervenant leur a montré les images d'un homme qui, malgré sa prothèse, pratique le surf, un moyen de prouver que le handicap n'empêche pas d'avoir des loisirs et de se faire plaisir. C'est développer cette notion du vivre ensemble sur des notions comme l'accessibilité, sur les représentations qu'on peut avoir à l'égard du handicap. Comme on peut aussi casser certaines représentations qui sont très liées au tabou finalement. Ce genre d'approche pourrait aussi être proposé à des adultes. Tous les jours dans mon métier, c'est vraiment un sujet qu'on aborde et avec toutes les problématiques de ce qu'on peut voir dans les villes. Donc non, clairement, il n'y a pas d'âge, vraiment pas d'âge du tout. Pour continuer cette sensibilisation, l'école devrait participer à une course solidaire et inclusive qui aura lieu le week-end prochain. Bien joué, Maëlys! Eh bien voilà de quoi espérer. Un mot de conclusion à chacun. Déjà, l'inclusion, ça passe par là, que ce soit à la fois ordinaire et compris, la bienveillance. Oui, bien sûr. Pour rebondir sur le reportage, ça commence la sensibilisation par là, par l'école, par le plus jeune âge. J'aime aussi à casser aussi les codes de quand on voit une personne dans la rue, on a toute une méconnaissance et il ne faut pas être dans ni la pitié ni de se mettre à la place parce que chacun vit sa vie d'une manière différente et c'est aussi pour se dire que chaque situation de handicap est vécue différemment et chacun est libre de la vivre comme il veut en fait et en entreprise le handicap n'est qu'une caractéristique supplémentaire de la personne. On va avoir les compétences, la motivation, l'envie d'apprendre, de se former et oui, par-dessus il y a cette caractéristique du handicap mais c'est pas ce qui définit une personne. Madame Arnaud, en préparant cette émission, on avait parlé un peu de la pitié et vous, dans votre parcours, cette volonté d'être ordinaire justement, le plus normal possible. Oui, surtout de ni être victime, ni être une super-héros, être une personne ordinaire. Aujourd'hui encore, parfois, le regard des autres vous le rappelle, finalement, plus que vous, votre propre conscience de ça? Le regard des autres sur la différence, pas forcément sur le handicap, en fait. Et pour vous, Monsieur Rodriguez, quelle conclusion, quel espoir vous avez, quel souhait? Moi, je le souhaite que les gens oublient les différences. Moi, mes collègues, ils me voient comme une personne normale. Et des fois, ils me disent « Bon, d'accord, ça marche. » Moi, je m'amuse, je leur dis « Non, ça roule. » Voilà, l'humour, il en faut aussi pour tout ça. Il en faut énormément. Madame Hérault. Surtout, je pense, oui, avoir un bon suivi, d'être bien suivi et avoir une qualité de travail pour qu'on ait un handicap ou non. Je trouve que c'est tellement important. Et oui, effectivement, être bien suivi, surtout. C'est important. Madame Jean, aujourd'hui, les politiques, elles sont bien pensées. Qu'est-ce qu'il faudrait pour vous comme politique, comme déclic, pour faire vraiment évoluer les choses?
Alors, je crois pas qu'il y ait un déclic. Je pense qu'il faut en parler encore. Ce que j'aurais envie de dire, c'est qu'il y a quand même 95% des employeurs qui embauchent des personnes en situation de handicap et qui sont satisfaits. Et moi, ce que je voudrais dire vraiment, c'est cette notion de différence, elle enrichit, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression, en 30 ans de carrière, d'avoir appris énormément au contact des personnes en situation de handicap et des autres. Et vraiment, on apprend les uns avec les autres, quoi. Dans ces différences, parce que chacun est différent. Donc, en parler tout le temps. Enfin, tout le temps. en parler et le vivre. Vivre les choses et vivre le plus naturellement possible, vraiment. Et je pense que ça fera lever toutes les barrières et tous les regards encore un peu figés parfois. Voilà. Parce qu'on a peur de la différence, je crois, fondamentalement. Beaucoup de communication, surtout. Ouais, c'est ça. Pense, oui. Ouais. Monsieur Bardou, vous avez un souvenir marquant dans votre parcours de quelqu'un que vous avez vu se réépanouir, peut-être ? Tous les jours, on a des personnes qui, quand elles sont arrivées chez nous, avaient des anxiétés, en fait, tout le temps, très anxieuses au quotidien. Qui avaient des difficultés à parler, qui étaient en pleurs dès qu'elles prenaient la parole. Et on a eu la visite d'une ministre dernièrement, d'une secrétaire d'État plutôt. Oui, et on avait quelques images en réserve. Et elle a pu interroger ces personnes et elles ont discuté de manière totalement libre. Donc il y a aussi toute la confiance en soi, l'estime de soi, c'est aussi une reconnaissance. Le travail, c'est aussi une reconnaissance sociale hyper importante, une reconnaissance qui fait que la personne derrière, elle est inclue dans la société et du coup, ça leur permet de revivre et de reprendre confiance et d'avoir un travail. Mais elles veulent juste un travail ordinaire comme les autres, un quotidien en fait. Et c'est ce qui permet d'avancer. Oui, c'est ça, ça fait partie de l'équilibre. Oui, je disais justement, vivre normalement en fait. C'est ça, reprendre confiance en soi. Et le fait de trouver un poste adapté, ça redonne une confiance et on a juste l'impression de revivre. Mais c'est revivre, mais en fait, c'est vivre normalement, vivre comme tout le monde, quoi. Tout simplement, en fait. Il n'y a pas de différence. Une fois qu'on a dépassé ce deuil un petit peu de l'étiquette, qu'on sent comme une limite. Oui, c'est pour ça que je parlais de suivi, parce qu'en fait, moi, je sais que j'ai eu un passage où je me sentais un peu seule, parce que je ne savais pas vers quel organisme me tourner. C'est pour ça que j'étais allée voir une assistante sociale. Donc je trouve qu'avoir un bon suivi, trouver les bonnes personnes, c'est important pour pouvoir après évoluer, trouver la bonne formation et trouver le poste adapté. Je trouve que c'est... Et après, ça roule. Ça roule, comme disait M. Rodriguez. Allez, avant de refermer cette émission, on va rappeler cette belle phrase que vous nous avez dit, Madame Jean. On n'est pas face à une personne handicapée, on est face à des compétences, un collègue. Et ça, je crois que c'est le petit mot-clé à garder pour la suite. Avant de se quitter, je vous rappelle que l'Aquapolis de Limoges Métropole accueille ce week-end les championnats de France de natation handisport. La compétition est retransmise samedi et dimanche sur Noah de 16h30 à 19h. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Prochain rendez-vous, même chaîne, même heure. D'ici là, prenez soin de vous.